C'est ici, à proximité de Durance, bastide du XIVe siècle dans le Lot-et-Garonne, que se trouve un joyau du XIIIe siècle, le prieuré de Durance. Quatre éléments étaient absolument primordiaux pour l'implantation d'une grange de ce type. À savoir, d'abord de l'eau, l'élément liquide, l'eau c'est la vie, et il fallait absolument trouver cet élément pour d'abord se désaltérer, ensuite pour éventuellement faire de l'élevage de poissons, ça a été le cas dans le cadre du vivier que les Chanoines ont implanté il n'y a pas très loin, et aussi pour le site de défense. Le second élément, c'est la terre, le sol. Il fallait une certaine richesse du sol pour faire venir des céréales, pour nourrir le bétail, ainsi que des prairies. Le troisième élément, c'est la pierre pour la construction. Hélas, nous n'avons pas pu déterminer où se trouvaient les carrières dans le secteur. Le quatrième et dernier élément, c'était le bois. Certes, il n'y avait pas de forêt comme maintenant, mais il y avait pas mal de bois quand même, notamment des pins et des chênes. Ceci servait essentiellement pour le chauffage et évidemment pour la construction. L'ordre des Prémontrés, qui était rattaché à cette grange, a pour origine Norbert de Xanten, que l'on connaît mieux sous le nom de Norbert de Magdebourg. C'est un ordre qui obéit à la loi de Saint-Augustin. Les Prémontrés ont une double mission, une mission donc de moine, une mission contemplative et également une mission d'apostolat auprès des fidèles. Et ils peuvent faire la liturgie, ils sont prêtres. Voilà. Ils ont une double mission. La vocation, c'était le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Alors, ils mènent une vie de prière individuelle et communautaire et ont une mission pastorale, à savoir qu'ils ont surtout une fonction d'éducation, notamment religieuse. La différence avec les chanoines séculiers, c'est que les chanoines séculiers sont nommés par un évêque et ils ont une prêtrise paroissiale. Les moines, encore une autre différence, eux vivent en autarcie, en circuit fermé. Les chanoines réguliers dont on parle, donc, eux sont ouverts au monde. C'est un ordre qui est peu connu, mais qui s'est répandu très très vite et en l'espace d'un siècle, je pense qu'ils avaient déjà créé plus de 1000 abbayes dans toute l'Europe et même jusqu'en Orient. Et là, encore aujourd'hui, ils sont présents sur les 5 continents. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant 2 bâtiments massifs médiévaux qui se composent d'une chapelle et d'un corps de logis accolé et d'une tour qui a été rajoutée un petit peu plus tard au XIVe siècle. Actuellement, ne reste que l'église et le corps de logis. Les bâtiments agricoles ont disparu aux alentours de la moitié du XIXe siècle. Mais on trouve par endroits les sous-bassements. Les moines prémontrés, les chanoines prémontrés, accueillaient tout visiteur, et en particulier ceux qui faisaient les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, bien que le passage par la grange de Durance ne soit pas un élément essentiel de ces chemins. Il y avait un chanoine de la grange qui était spécialisé dans l'accueil des visiteurs. On le dénommait Hospitalis Frater Grangier. Il était chargé donc de l'accueil, du gîte et du couvert. Alors l'intérieur du logis se composait au départ, quand il a été créé, d'une grande salle unique, d'une grande salle à la manière des châteaux gascons. Et il y avait 2 étages dans ce bâtiment. Et puis au XVIe siècle également, ils ont cru bon de construire un mur de refend à l'intérieur. Et on voit bien qu'il a été rajouté puisqu'il rentre dans une des archères à niche. Et donc ce mur de refend est encore là aujourd'hui. Mais au départ, il n'y avait qu'une grande salle.
Il faut savoir que le prieuré dans son ensemble avait un système de défense qui était modeste, mais quand même qui existait. Ce n'était certes pas un château fort, mais il y avait par exemple, sur le parement du mur ouest qui se trouve derrière nous, il y avait des créneaux dans le droit fil du parlement lui-même. Et il y avait non pas un chemin de ronde, mais un chemin de façade, qui menait donc à l'échauguette dont je viens de parler. Et là, dans cette échauguette, il y avait un moine, un chanoine, qui surveillait le jour pour voir si des bandits des grands chemins, des voleurs, des routiers, comme l'on dit, n'approchaient pas pour qu'ils puissent donner l'alerte. Alors dans le corps de logis, le rez-de-chaussée servait à entreposer en principe les céréales, voilà. Et ensuite les 2 étages servaient pour l'habitation principalement. Les moines l'habitaient et donc comme ils étaient aussi également hospitaliers, donc ils accueillaient les visiteurs qui venaient passer quelque temps au prieuré. L'ensemble des bâtiments sont du XIIIe siècle. La tour qui a été rajoutée après est plutôt du XIVe siècle. Et pendant longtemps, on avait pensé qu'elle était du XVIe siècle parce qu'il y a 2 ouvertures avec sur le linteau des accolades style gothique flamboyant. Mais en définitive, les petites ouvertures qu'il y a sur les autres faces de la tour révèlent que ce sont des ouvertures du XIVe siècle. Quand on pénètre dans la petite chapelle de la Grange, on découvre donc une petite chapelle de style gothique avec des croisées d'ogives. Il faut quand même remarquer que nous étions au moment de la construction en période de transition entre le roman et le gothique, puisque les baies basses, les 3 baies basses, sont de type plutôt roman. Et ça, on le voit avec la présence de tores qui sont tout autour des baies. Et le tore est un élément de l'époque romane. Le prieuré a été construit vers 1220 par l'ordre des Prémontrés, un ordre religieux ayant pour but l'éducation religieuse, la charité et l'hospitalité. Les peintures visibles à l'intérieur de l'église priorale datent du XIVe siècle. Il y a 90 scènes et plus de 400 personnages. Après la Révolution française, le dernier chanoine est chassé des lieux en 1791. En 1858, l'abbé d'Hardy découvre le prieuré. Il en tombe amoureux, le rénove complètement, le meuble et en fait un orphelinat pour jeunes garçons bergers illettrés. Après la mort de l'abbé d'Hardy, en 1901, le prieuré est de nouveau abandonné. C'est en 1928 que la famille des actuels propriétaires rachète le terrain avec l'édifice. Le bâtiment est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de France en 1929. Durant la Seconde Guerre mondiale, le prieuré va être occupé et incendié. Le bâtiment est définitivement classé comme monument historique de France en l'an 2000. L'association Les Amis du Prieuré de la Grange de Durance est créée afin de soutenir et accompagner les propriétaires pour la restauration du bâtiment et la conservation des peintures murales. Aujourd'hui, l'association et les propriétaires font de leur mieux. Ils travaillent main dans la main afin de récolter des fonds pour la restauration de l'édifice et de faire connaître le prieuré. Donc il y a eu 3 personnages principaux qui sont rattachés au prieuré de la Grange, à savoir dans un premier temps Norbert de Xanten, dit de Magdebourg. Lorsqu'il se trouvait un jour sur son cheval, a été foudroyé par un éclair subit. Son cheval l'a renversé et il a failli mourir et il a eu une illumination. À savoir qu'il a découvert que sa vie luxueuse, bien que s'orientant vers les ordres et la religion, sa famille était très riche et donc c'était une vie qui ne lui convenait plus. Et donc il s'est dépouillé de tout, il a fait don de ses richesses à beaucoup de pauvres, il est parti en prédication, il était en rayon même, c'était assez extraordinaire, et il a fondé l'ordre des Prémontrés et essaimé des abbayes dans diverses régions, de France notamment. Alors Henri de Navarre, son père Antoine de Bourbon avait décidé de faire de ce temporel que les moines avaient cultivé ici, de faire un parc de chasse,
puisque Henri de Navarre était très féru de chasse à courre. Et donc il venait assez souvent, il avait installé un petit château dans le village, et puis il venait très souvent chasser à courre ici. Il lui arrivait même de passer plusieurs jours ici parmi les moines. Il a écrit lui-même d'ailleurs qu'il passait du bon temps avec eux, qu'il lui donnait pour égayer ses longues soirées une assez bonne piquette. Alors, le troisième personnage important qui se rattache à ces lieux, c'est l'abbé Léopold Hardy, qui donc a eu l'autorisation, lorsqu'il était en visite pastorale avec son évêque, l'autorisation par ce dernier de s'installer à la cure de Durance, et donc d'habiter les lieux. Il a rendu l'église au culte, il a restauré la toiture et les étages du corps de logis qui s'était effondré. En un an, il a fait un travail extraordinaire. L'abbé Dardy en a donc profité pour remettre à l'ordre du jour son école d'alphabétisation des jeunes bergers qui étaient analphabètes du secteur, reprenant cela les traditions des chanoines prémontrés. Alors dans la chapelle de la Grange, on trouve un décor peint du XIVe siècle, extrêmement unique, je dirais, unique en tout cas en Aquitaine, et d'après les spécialistes de la Drac, peut-être même, ils parlent eux d'Europe. Ces fresques sont datées et donc du XIVe siècle. Alors ces peintures murales émanent de la légende dorée de Jacques de Voragine de 1260. Il y a également 4 personnages en pied, personnages monumentaux. Là, on les reconnaît bien. Il y a à droite de la baie est Saint-Étienne et sur la gauche Saint-Christophe, que l'on reconnaît grâce à leurs vêtements, à leurs manteaux, enfin voilà. Et ensuite, près de la Rosace, auprès de la Rosace, de part et d'autre de la Rosace, nous trouvons Saint-Martin d'un côté et Saint-Jacques de l'autre. Dans les parties basses qui sont aujourd'hui dégradées et disparues même, il y avait des ornements dans le sanctuaire, c'était plutôt des tapis, des tissus d'Orient, je veux dire, très riches. Et sur les côtés, il y avait beaucoup de jardins avec des fleurs, des animaux, des oiseaux représentés. Mais ça, c'est malheureusement disparu aujourd'hui. Ce qui est remarquable ici, c'est l'intensité, la densité des peintures. C'est-à-dire qu'il y a 90 scènes représentées, plus de 400 personnages, ce qui en fait quelque chose d'assez unique et qu'on retrouve difficilement ailleurs. Elles sont conçues comme une bande dessinée, parce qu'à l'époque, on enseignait le catéchisme par l'image, on avait affaire à des gens analphabètes, donc c'était plutôt par l'image que ça se passait. Donc ce qui fait la caractéristique essentielle des lieux, je le répète, ce sont les scènes en nombre et également les personnages en très grand nombre. Et tout ceci date de la première moitié du XIVe siècle. Il a fallu tout le dévégétaliser parce qu'il était recouvert entièrement de lierre et de végétation, et il y avait des gros arbres qui étaient là tout près et qui envahissaient également, même à l'intérieur d'ailleurs, il y en avait, il a fallu les couper. La première tranche de travaux, c'était une tranche de travaux de sauvegarde, d'urgence et d'étrésillonnement de toutes les baies surtout, de façon pour ne pas que les gens y pénètrent et que ce soit dangereux. Et puis la réfection du mur porteur ouest ici, qui était très fissuré et gonflé et qui était prêt à lâcher. En 2016, donc au cours de l'été, effectivement, on a également installé dans l'église un plancher pour protéger le site archéologique du piétinement des visiteurs qui sont de plus en plus nombreux maintenant. Et là, en 2015 et 2016, ça a été sur 9 mois, je crois, ça a duré. Et là, il y a eu donc des travaux encore de renforcement de maçonnerie, surtout les maçonneries hautes. Et le gros travail, ça a été la restitution de la toiture sur le logis. Et donc, il y a maintenant une nouvelle toiture toute neuve en chêne qui a été posée et le logis est hors d'eau. Moi, j'ai remis à peu près les marches de l'autel en place, parce que tout était en vrac, il y en avait qui étaient dans la crypte. Et les vitraux ont été posés cette année par l'atelier du vitrail de Fourques. Ensuite, il y a eu
Après tout cela, des petits travaux après de maçonnerie qui ont été faits, la pose de grosses poutres qui ont été posées à l'entrée du logis. Et pour finir, les trois vitraux des baies romanes ont été posés également cette année. Cette année, en 2018, c'est tout à fait récent. Voilà. Dans le corps de logis, il reste encore à faire beaucoup de travaux de maçonnerie, notamment sur quasiment toutes les ouvertures. Il y a également des travaux à faire dans la tour ici pour refaire également les ouvertures et éventuellement restituer un escalier à vis qui permettra de desservir les étages. Mais l'action à venir, bon, on a mis des poutres dans le logis pour essayer de faire un premier étage pour que ce soit plus apprécié pour les visites, si on veut faire des expositions ou autre. Et un accès par l'escalier qui est intramuros pour accéder au premier étage qu'on est en train d'aménager. Et ensuite, dans la chapelle, nous allons continuer à poser des vitraux sur les deux baies restantes qui sont la rosace à l'ouest et la double baie de l'est, du côté est. Et pour terminer, on essaie de faire le maximum pour sauver toutes ces peintures murales du XIVe siècle qui sont là, qui témoignent donc de l'histoire de 800 ans du prieuré. Et nous faisons appel au crowdfunding pour nous aider à mener à bien ce projet.